Lucho, bah attends, Lucho, il y a 13 Pichado qui veut monter en direct. Bonjour, ami Pichado, comment allez-vous? Salut Thibaut, ça va? Ça va, très bien, et vous? Bon, très bien, bon, je pense qu'on peut se tutoyer, à moins que... Avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce qui vous amène? Oh bah, j'étais assez amusé par les explications des droits préférentiels de souscription et autres informations qui sont sorties récemment. D'accord, alors donne-nous ton analyse avec le plus grand des plaisirs. Alors, ce qui s'est passé là sur les dernières semaines, c'est qu'il y a eu effectivement un changement de statut dans OM-SASP d'abord il y a quelques semaines, où on explique notamment que l'OM compte bien adhérer à diverses lois, et notamment parmi les lois qui sont citées, il y a les lois sur les augmentations de capital des clubs de football et les lois sur la multipropriété des clubs de football. Ça, c'est les Ouais. deux choses qui ont été modifiées dans les statuts de l'OM il y a quelques semaines. Et puis là, récemment, il y a effectivement dans cet AG qui a été publié récemment, une référence au fait que l'associé unique de Ma Courte Europe, donc Ouais. OMLLC, renonce à ses droits préférentiels de souscription en vue d'une future augmentation de capital, ce qui Mhm. permettra à, du coup, Ma Courte Europe d'ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires. Effectivement, ça c'est nouveau. Ouais. Permettra environ une levée de fonds de 143 millions d'euros au niveau de Ma Courte Europe, c'est à peu près ce qui est prévu, ce qui peut compenser certaines des dettes existantes. Donc c'est possible que ça se fasse à travers le rachat des créances de au MLLC sur Ma Courte Europe et pas sur le rachat des actions. Donc Mhm. c'est possible que la valorisation des actions ce soit pas exactement les 143 millions d'euros dont on a parlé, mais un autre chiffre. Ouais. Mais en tout cas, on parle effectivement d'une entrée de nouveaux actionnaires, là dans le Et cas alors, présent, juste avant, sous la puisque forme tu... d'une augmentation de capital, pas sous la forme d'un rachat de parts. Donc c'est pas une vente, c'est une Ouais, alors, augmentation de juste, capital minoritaire. puisque tu nous donnes ton expertise, dis-nous un petit peu ce que tu fais, ce qui te permet d'avoir ces éléments pour que les gens comprennent D'accord. ce qui nous permet d'avoir ces Bon. éléments de compréhension du Alors, sujet. moi, je travaille sur les sujets économiques liés à l'Olympique de Marseille depuis assez longtemps. Je m'intéresse à ces questions-là depuis plus de 20 ans, Ok. notamment sur les questions de la vente OM. Je me suis intéressé beaucoup à l'époque de mon Pas mémoire de la fin vente OM d'études. depuis 20 ans quand même. Si, C'est si, dans- c'est- si, je c'est vais depuis 20 t'expliquer. ans. Ah ouais. Mon mémoire de fin d'études, je l'ai fait sur la cession de l'Olympique de Marseille par Bernard Tapie à Robert Louis Dreyfus et toute la phase de liquidation de l'Olympique de Marseille qui s'est produite à cette époque-là. D'accord. D'accord. Donc je m'intéresse à ces questions-là depuis très très longtemps. D'accord. Et du Et coup, à travers ma vie professionnelle, moi je suis entrepreneur. J'ai travaillé dans des fonds d'investissement, notamment dans des fonds d'investissement immobiliers, dans le cadre duquel j'ai eu l'occasion de vendre des actifs immobiliers à Franck McCourt. En ok. l'occurrence, la transaction ne s'est pas faite, mais on a eu un échange dans lequel il avait fait une offre qui n'a pas été la meilleure offre, donc c'est pas avec lui qu'on avait fait la transaction à la fin. Parfait, parfait. Et alors, du coup, Voilà ce ce qui que s'est j'ai comme passé background. sur les dernières semaines, là, sur les derniers points d'AG, etc., donc te laisse à penser l'arrivée de nouveaux actionnaires, c'est ce que Ça, tu c'est après avoir suivi de possibilité près par quand l'idée? même j'ai aussi beaucoup suivi ton reportage depuis 2020 et même avant, je crois 2020, sur la vente OM parce que forcément c'est quelque chose qui m'intrigue. Et donc, j'ai essayé de recouper avec les informations qui étaient disponibles publiquement et puis les éléments dont on dispose en comptabilité, les éléments que tu as pu donner. J'en suis arrivé à la conclusion que j'ai partagée sur les réseaux sociaux et que tu connais, qui est que c'était un tissu de mensonges et qu'il y avait absolument aucun fondement à ce que tu Oh, disais depuis le début. d'accord. Donc c'était pour moi c'est assez clair et notamment ça s'est vérifié quand on a pu voir que des informations sur le fait que Pablo Longoria arrivé en 2020 dans les valises des Saoudiens est toujours là mais va partir avant que les Saoudiens soient même officialisés, que entre temps on a eu des Quel David rapport? Friot, des Mathieu C'est pas moi qui ai Séquinger annoncé et ça. autres C'est pas moi qui où ai tu annoncé nous as ça. expliqué qu'ils seraient pas là si c'était pas avec l'argent des Saoudiens, mais ils sont repartis et l'argent des Saoudiens est toujours pas là. Tu Mais nous as expliqué que Kazoo, ils étaient là par le truchement de leur lien avec ouais, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, et Kazoo est reparti. Et les Saoudiens ne sont toujours pas là. et alors, quel est le Ça fait rapport en beaucoup fait? de gens qui sont partis, et des Gary Cook et d'autres, etc. Enfin bref, tout ce que tu nous Et as ça, raconté mais depuis quel 3 ou 4 rapport ans, sur il y a ce que tu dis? quasiment rien qui s'est vérifié. Mais là, Mais effectivement, ça, dans les mais non, mais c'est documents pas parce que tu donnes une juridiques information qu'on qui est voit, juste.
c'est pas juste, en fait. Il n'y a pas de rapport de dire Caso est arrivé, est reparti, pourquoi pas. Comment tu. Enfin, c'est les liens que toi tu as établis. Tu nous as parlé d'un acte de cession. Un acte de cession, ça se serait pas signé il y a 3 ans pour une transaction qui s'est pas faite aujourd'hui. C'est pas réaliste non plus. Une cession d'entreprise ne met pas de temps. Une cession d'entreprise ne peut une fusion-acquisition comme ce que tu nous décris, ça n'existe pas dans le monde du football parce qu'il n'y a pas d'entité humaine à fusionner. Ça met pas aussi longtemps que ça de racheter une entité qui est pratiquement financière et immobilière. Avec ton expérience. Donc non, vraiment ça tient absolument pas la route ton reportage depuis le départ. Mais malgré tout, je l'ai suivi avec intérêt en me demandant si c'était une fiction ou un documentaire. J'en suis arrivé très clairement à la conclusion que c'était une fiction. J'ai absolument aucun doute à ce sujet. Mais en revanche, là, il se passe quelque chose. Et donc ça mériterait que tu t'y intéresses et que tu demandes à des experts qui t'éclairent sur ce sujet-là, qui n'est pas celui d'une vente, mais qui est bien celui d'une ouverture du capital minoritaire. D'accord. Et donc, s'il y a une vente qui arrive dans les prochaines semaines ou mois, ce sera le fait du hasard. S'il y a un Saoudien qui débarque et qui nous annonce que l'OM est vendu depuis 2021, franchement, je me fais moine. Je n'ai pas dit qu'il annoncerait que c'est vendu depuis 2021, parce que ce serait impossible avec le secret des affaires et de tout ce qui s'est passé. Et si Mukesh Ambani se met avec Rodolphe Saadé et les Saoudiens en mode un café 3 pailles pour racheter l'Olympique de Marseille, je me fais moine aussi. D'accord. Ok. Donc tu te fais moine s'il y a donc une vente de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Pas s'il y a une vente de l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Si effectivement c'est un consortium, si c'est le consortium que tu as établi, qui est celui du gouvernement saoudien associé à Mukesh Ambani et à Rodolphe Saadé qui rachète l'Olympique de Marseille, là je me fais moine. S'ils disent que c'est fait depuis 2021, je m'engage. Franchement, je m'engage. La tonsure et tout, je suis bouddhiste. J'ai jamais dit qu'il un monastère bouddhiste, mais évite encore une fois de faire des liens superflus, puisque j'ai jamais dit qu'ils allaient raconter que ça a été fait depuis 3 ans, en effet. Nous dire comment un jour ou l'autre, ce serait rigolo de raconter cette histoire-là quand même. Il y a bien quelqu'un qui va s'amuser à corroborer l'histoire que tu raconteras dans ton livre. J'ai assez d'éléments pour pouvoir si t'écris un livre, j'imagine que les futurs acheteurs, saoudiens ou pas, commenteront dessus et rigoleront en relisant certaines des pages. T'inquiète pas qu'il y a pas beaucoup de gens qui rigolent de ça. Moi, je sais pas. Les gens sérieux avec lesquels je parle et qui te connaissent trouvent tous que t'es un bouffon. Mais tous, sans exception. Puis ça inclut des financiers, des experts comptables, des avocats, des gens comme ça. Franchement, tous les gens sérieux qui regardaient ton reportage, ils se bidonnent en regardant à quel point tes informations sont mal sourcées, peu fiables, à quel point on voit jamais un expert se présenter sur tes émissions pour corroborer les informations financières et juridiques que tu essayes d'énoncer comme si tu connaissais quelque chose, alors que tu connais absolument rien. Franchement, moi je trouve ça assez amusant parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude depuis un certain temps et que le comique de répétition me fascine. Mais pour les autres, franchement, c'est pas une source d'information, c'est pas sérieux. Alors, déjà, on va essayer d'être poli, courtois, d'éviter les termes comme bouffon, etc., parce que ça manque de respect et déjà faut oser quand même. Pardon, comédien si tu préfères. Non, tu as dit bouffon et en plus tu le fais avec délectation et plaisir et ça monte le niveau général. Alors ensuite, donc bizarrement, tout le respect pour ton travail, tes nombreuses années d'études, etc., et de gestion d'entreprise. Donc, tes sources ne sont pas d'accord avec mon enquête, même si ces sources ne sont jamais venues discuter en privé avec moi de ce sujet. Donc, c'est assez curieux. C'est bizarre, en revanche, que j'ai des félicitations politiques, des mondes de l'entreprise, que j'ai autant de sources du côté des acheteurs, notamment, très haut placés. Tu découvriras dans le livre que tu auras le loisir de lire, du coup. Tu pourras bénéficier. Tu pourras continuer de faire preuve de mauvaise foi, en effet, en disant que non, c'est le pur fruit du hasard. Mais entre-temps, comme tu seras devenu moine, c'est sûr que ça facilitera pas la tâche. Mais c'est très... Bon, d'ailleurs, on voit les commentaires. Mais c'est très étonnant d'avoir cette attitude, manque d'ouverture, d'insulte, pour le travail des autres qui est réalisé, surtout avec autant de sources, autant de temps. C'est vrai que j'aurais pu passer autant de temps sur un sujet de travail permanent sur une cause sans avoir de sources, en imaginant tout ce qui s'est passé, alors qu'il y a beaucoup de gens qui
qui recroisent l'enquête et qui retombent sur la même chose, bien entendu. Mais certaines personnes comme toi, bizarrement, sont sur des certitudes, parce qu'en effet, tu peux toujours en trouver quelques sources qui vont dire Franchement, non, moi non, j'ai mais creusé j'ai creusé tous les petits bouts d'informations que tu as donnés. Tu peux te dire que tu n'as peut-être pas assez creusé. Peut-être que moi, je respecte le Non, travail des franchement, autres. je peux vraiment me dire que c'est toi qui n'as pas assez creusé. À ce stade-là, je suis convaincu d'avoir creusé plus que toi. D'accord, mais alors tant mieux pour tes certitudes. Dommage pour mes documents, dommage pour les gens, à mon avis, tellement haut placés que je doute que tu aies pu les atteindre. Par rapport à ce sujet, d'ailleurs, mercredi, je serai à l'Élysée, on t'embrassera de là-bas. Et c'est vraiment étonnant d'arriver pour discuter, d'insulter quelqu'un d'autre comme ça. Non, je suis juste venu t'exprimer en direct une position que j'ai déjà exprimée de manière indirecte, qu'on me reprochait de ne pas avoir exprimé directement. J'estime que maintenant je l'ai fait. J'aurais pas besoin de revenir. Si les gens qui regardent ton émission trouvent ça intéressant, ils peuvent le faire. S'ils veulent regarder ma chaîne, moi je les invite à le faire également. Ça sera avec plaisir. Je pourrais répondre à leurs commentaires. Selon tes théories à toi, comment c'est possible? Donc, explique-nous économiquement, etc. Que l'OM ait eu pile à ce moment-là, bizarrement, à l'été 2021, une manne donc de 100 millions sur les transferts qui est du jamais vu au club, masse salariale record depuis, ce qui est du jamais vu au club. On le voit aujourd'hui, des résultats qui vont avec, le budget qui a doublé, etc. Plein de sources financières. Doublé, non, le budget n'a pas doublé. Le budget a doublé, il est passé de 120 à plus de 240. Il est passé de 120 en 2015 à 215 avec l'aide de l'actionnaire et la Ligue des Champions pour l'année en cours. Donc là, on est sur un budget à 270 millions. Là, on passe sur une dizaine d'années, effectivement, le budget a doublé. 270 millions d'euros en 2023. Non, 2024. Pas 270 millions d'euros. Tu tapes sur Google, budget OM 2023-2024. Taper sur Google. On verra ce que dira la comptabilité de l'OM. On va avoir dans quelques semaines les comptes de l'Olympique de Marseille de 2023 qui nous expliqueront comment la saison 2023 a été financée de manière assez précise. Jusqu'à maintenant, on a pu reconstituer avec les augmentations de capital qui ont été effectuées par l'associé unique qui est en place depuis 2016, qui n'a pas changé, qui est OM LLC. C'est les mêmes augmentations de capital qui ont nourri le club depuis 2016 de manière continue. Et il y en a eu une dernièrement en juin 2022, c'est la dernière qui a eu lieu, avec un coup d'accordéon. Qui peut être une référence en termes de chiffres. Donc annonce 140 millions d'euros en 2020, budget. 2023-2024. Qu'est-ce que ça veut dire budget? Est-ce que c'est le budget comptable? Est-ce qu'on parle de charge? Est-ce qu'on parle d'un budget de charge? Parce que là, en fait, le problème de Sportune, c'est qu'ils sont en train d'agréger des choses qui. Mais non, parce que ce que tu parles de budget, ça peut être budget différent. Si j'ai un budget de transfert, c'est le montant que j'ai pour faire des transferts. Si j'ai un budget de charge, c'est le montant que j'ai pour faire des dépenses. Là, le problème de la donnée qui est donnée par Sportune, c'est qu'ils ont agrégé le montant qui est investi sur le marché des transferts par l'Olympique de Marseille, qui est un montant qui est amortissable, avec un montant de dépenses courantes qui, lui, ne l'est pas. Et par conséquent, on a un chiffre qui ne représente pas le budget comptable de l'Olympique de Marseille, ni sur le plan du cash flow, ni sur le plan de la comptabilité. D'accord. Donc, en revanche, ce que tu disais, ça n'a pas doublé, c'est faux. Donc, c'est entre 2020 et 2024, on est passé de 140 millions d'euros à 270 millions d'euros. Donc, à 5 millions. D'accord, mais là, tu prends l'année Covid, qui a été amputée par le fait que les stades étaient vides et que les sponsors ont refusé de payer les trucs jusqu'à l'année suivante. Forcément, ça a eu un impact. Non, mais je demandais juste une explication par rapport à ça et savoir comment Non, globalement, le budget de l'OM, il varie entre 150 et 200 millions d'euros hors rapport de l'actionnaire en fonction de la qualification ou pas en Ligue des Champions et à quelques ventes de transferts près. C'est grosso modo dans cette fourchette-là qu'on est. Et depuis que McCourt est là, en moyenne, il met entre 50 et 70 millions d'euros tous les ans pour réinjecter le club. Alors, il le fait pas tous les ans. C'est vrai que ça se fait par bloc. Donc, il y a eu une grosse augmentation de capital en 2020. Il y a eu une autre augmentation de capital en 2022. Et il y en aura vraisemblablement une autre en 2024, financée ou pas par Franck McCourt. Ça, c'est une autre question. Et quand McCourt quitte du coup la présidence du conseil de surveillance, c'est des raisons techniques évoquées par le club. Toi qui es expert, ça a quoi comme sens, comme signification? Il quitte la présidence du conseil de surveillance et il nomme à sa succession le mec qui est son bras droit avec lequel il travaille depuis 35 ans. C'est comme si c'était son frère jumeau qu'il avait nommé, si tu veux. Ça n'a aucune incidence sur ce qui s'est passé au club. D'accord. Donc ça
Ça n'a C'est aucune. juste que lui, il n'était pas disponible pour être présent à l'Assemblée générale et qu'il a décidé de laisser de déléguer ça à quelqu'un à qui il fait confiance. Mais ça Et reste pourquoi, lui. du coup, depuis 1 an et demi, il parle plus du tout de l'Olympique de Marseille en public, Il alors n'en a qu'avant, jamais parlé. si, Il n'en si, a quand jamais parlé. il y a eu Non, l'arrivée de depuis Payet, 2016, il se présente une fois tous les 18 mois pour faire une interview à la télé pour rappeler qu'il est propriétaire de quand il y a l'Olympique de eu, Marseille. quand il y a eu l'arrivée de Mais Payet, quand il y a eu le Champions Project oui, l'année tout au début, il a peut-être été un tout petit peu plus jusqu'à fréquent. Mais 2020. sinon, c'est quand même pas le mec qui est présent dans les médias toutes les 3 semaines. Non, Là, non, mais, on non, l'a mais il en vu. parlait Il est intervenu régulièrement. sur NBC il y a quelques semaines. C'était la première fois qu'il intervenait médiatiquement depuis plus d'1 an. Donc, quels que soient les Non, sujets d'ailleurs, hein, parce qu'il c'est a faux. d'autres C'est business. faux. Ça, c'est faux. Il était sur CNBC en janvier aussi déjà pour parler du Liberty Project. Il était ensuite à nouveau sur CNBC pour parler de la sortie du livre. Et il intervient régulièrement sur les chaînes américaines, mais il ne parle jamais de l'Olympique de Marseille. Enfin, Ça, il parle de ses propres business. C'est pas quelqu'un qui recherche beaucoup la présence médiatique. Il parle de ses propres business, parce que l'OM, c'est pas son propre business. Enfin, il parle des autres business qu'il a, quoi. Il en a plein d'autres. Il a plein d'autres affaires. Il fait du business dans plein de domaines. L'Olympique de Marseille, c'est un de ces 5 ou 6 business différents sur lesquels il travaille. Certains, comme Javier Tebas, ont estimé qu'il avait perdu, alors c'était il y a plus d'1 an et demi, mais plus de 500 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille. Tu penses que c'est faux. Ça n'a pas de sens. Il a effectivement investi 500 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Mais ça veut pas dire qu'il a perdu 500 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Combien ça vaut l'Olympique de Marseille aujourd'hui? 400 millions, 500 millions d'euros. Donc il n'a pas perdu cet argent-là. S'il le revend 600 millions, il a gagné 100 millions. Quand il disait 500, c'est qu'il faisait, d'après ce que disait Javier Tebas, le bilan annuel des NCG avec des pertes évaluées à chaque fois. C'est ça. En comptant les pertes cumulées, j'ai fait le même calcul. J'en arrive à 497 millions à peu près qu'il a investi jusqu'à présent à l'Olympique de Marseille. Mais s'il revend l'OM pour 500 millions, il n'a pas perdu d'argent. Il repart à zéro avec la com qu'il a eu sur 7 ans. Après, il a sûrement fait des magouilles fiscales qui font qu'il a gratté un petit peu par-ci par-là et qu'il sera pas perdant au bout du compte. Mais bon, moi dans l'histoire, je me fais pas de soucis pour lui. Il est pas perdant et sa fortune, elle est évaluée à 1,4 milliard par Forbes. Franchement, c'est au bas mot. Hein. À mon avis, c'est évalué. C'est plus. Ça, c'est évalué par Forbes grâce au nouvel actif qui est le projet Liberty, qui a pris beaucoup de valeur. Comment tu l'estimes ça? Non, c'est pas fait comme ça. Les évaluations de Forbes, c'est basé sur des enquêtes personnelles. Donc c'est le journaliste lui-même qui appelle les services de la personne riche pour savoir s'il souhaite apparaître et si c'est le cas, quels sont les éléments qu'ils veulent donner pour corroborer le fait que oui ou non ils sont riches et combien ils veulent qu'on mette comme chiffre dedans. Concrètement, c'est à peu près ça qui se passe. Et donc, Franck McCourt a sûrement trouvé que c'était dans son intérêt à l'heure actuelle de montrer qu'il valait de l'argent. 1,4 milliard, ça lui a paru un bon chiffre. Et donc, il a donné les éléments qui justifiaient le fait qu'il valait 1,4 milliard. Il aurait pu donner peut-être des éléments qui justifiaient qu'il valait plus ou moins. En fait, on a vu le cas avec le mec, un mec qu'on suit pas mal à la télé qui s'appelle Donald Trump, qui lui avait raconté pendant des années à Forbes qu'il était archi-milliardaire et en fait il s'est avéré qu'il était en slip et que c'était pas vrai. Donc en fait, dans Forbes, c'est de la com et chacun s'accorde au niveau de l'entreprise pour faire sa com par rapport à sa valeur estimée, quoi. Voilà, c'est quand même des journalistes qui font un peu de travail, donc ils vont aller vérifier un petit peu, etc. Mais si on n'a pas envie d'apparaître dans Forbes, comme ça a été le cas pendant longtemps de Franck McCourt, notamment vis-à-vis de son ex-femme, parce qu'il avait des questions de divorce à régler, on n'apparaît pas dans Forbes. D'accord. Et alors, si tu as juste le temps, là, il y a GG qui demande, donc l'avenir pour toi, là, c'est une ouverture de capital avec des nouveaux actionnaires qui seront rendus publics en minoritaire? En tout cas, moi, c'est ce que je lis dans le dernier, le fameux dernier PV d'AG du 15 mars, là, qui est arrivé, le renoncement au droit préférentiel de souscription de la part de l'associé unique. Ça veut dire que l'associé unique, il dit, si vous augmentez le capital, je renonce à exercer mon droit à être celui qui a le droit de souscrire en premier. Donc, je vais pas le faire. Ça veut dire, je laisse quelqu'un d'autre prendre ma place pour investir dans cette société-là. Et donc ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui est potentiellement à l'affût en train de regarder ça. Et le fait qu'il y ait les histoires de multipropriété qui se passent, en tout cas qu'ils aient senti bon de modifier les statuts de l'OM-SASP pour parler de l'histoire de multipropriété, tu dis tiens, c'est quelqu'un qui a déjà un club de foot.
D'accord. Mais à part ça, franchement, savoir qui c'est, je sais pas. Moi, il y a une transaction avec laquelle je ferais volontiers un lien, c'est la cession de Toulouse il y a quelques semaines. Là, il y a une transaction bizarre qui se fait avec le management de Toulouse qui reprend l'activité au fonds d'investissement qui était en place, qui s'appelle Redbird Capital. Et ça ressemble au genre de transaction qu'on fait pour libérer Redbird Capital pour pouvoir investir dans un autre club de Ligue 1. D'accord. Donc ça, potentiellement, moi, si c'est Redbird Capital, je serais pas surpris. Donc, si c'est Redbird à l'OM, tu serais pas surpris. Ok. Et, Ouais. et du coup, pour finir sur notre petit pari amical, entre guillemets, donc, toi, tu te fais moine si l'OM est vendu aux Saoudiens cet été, par exemple? Ah non, j'ai dit, il y avait deux conditions. Soit, Ah. si l'OM est vendu à un consortium composé du PIF, de Mukesh Ambani et de Rodolphe Saadé, soit, Mhm. s'il y a un Saoudien qui se pointe et qui me dit que le deal est fait depuis 2021. Dans ces deux Ah, cas-là, je me fais moine. Si c'est deuxième, un tu autre leur scénario que ça, je me fais pas moine. C'est tout à fait possible qu'il y ait un Saoudien. Et moi, ça fait des années, quand on me pose la question, qu'on me dit, est-ce que les Saoudiens vont racheter l'Olympique de Marseille? Je dis, c'est tout à fait possible. Il y a des milliardaires saoudiens, il y en a plein. Des gens qui sont susceptibles de s'intéresser au foot, il y en a plein. Ils aiment bien ce genre d'investissement-là. Qu'il y en ait un qui soit prêt à placer 2, 3, 500 millions d'euros sur l'Olympique de Marseille, ça me paraît pas irréaliste. Que ce soit le PIF, aujourd'hui, vu qu'ils ont investi dans la Saudi Premier League, machin truc, etc., ça me paraît très bizarre. Mais bon, pourquoi pas? Que le Ouais. PIF aille s'associer à Mukesh Ambani et Rodolphe Saadé, ça, franchement, ça me paraît, franchement, mais, Après, tout est centralisé en Arabie Saoudite. C'est pas, moi, j'ai jamais parlé du PIF en tant que tel, puisque comme à Newcastle, puisque pour moi, ce sont des sociétés qui vont être nommées dans ce consortium. Mais toutes les sociétés saoudiennes en réfèrent au PIF aujourd'hui. Donc, c'est assez. C'est ouais, aussi. enfin, comme toutes les sociétés françaises, on réfère à la BPI ou à la Caisse des dépôts, quoi, Non, rien à voir. grosso modo, Rien à si voir. à La peu près. centralisation. Bon, Bah, peut-être un petit peu plus parce que l'économie est plus centralisée que ça. Mais fonctionnement un du mec comme Al-Walid Ben Talal, il fait ses affaires de son côté tranquillement. Il n'a pas besoin d'en référer au PIF. Il y a des participations croisées qui sont négociées au titre de ces dettes fiscales et des trucs comme ça. Et pour permettre à Al-Walid Ben Talal de sortir de l'hôtel, ils lui ont demandé de signer un papier comme quoi il échangeait des participations dans le PIF contre des participations dans sa société Kingdom Holding. Mais à part ça, franchement, Al-Walid, il fait quand même pas mal ce qu'il veut, quoi. il fait certaines choses, sauf que là, c'est pas moi l'expert, encore une fois, là, c'est Georges Malbruno qui a bien étudié ces ramifications-là et qui explique comment justement les sociétés saoudiennes sont les plus puissantes sont entièrement interconnectées au PIF et sous la gouverne du PIF et donc de MBF de façon Voilà. verticale Ils sont totalement. tous dans la même famille, hein, après. MBS et Al-Walid, ils sont cousins à troisième degré, hein. Oui, mais c'est pas une famille qui s'entend. Et MBS, justement, à la différence de son père, est quelqu'un qui a une grande paranoïa Ouais. de peur que les princes Bon. veuillent reprendre le pouvoir. Je suis pas expert du truc, hein, mais quand le roi va mourir, ça va être le bordel, et ce sera peut-être MBS qui prendra le pouvoir, mais ce sera forcément le bordel de toute façon. Donc Oui, ça, oui, moi, mais je vais pas me mêler de ce qui se passe le en bordel, Arabie oui et non, Saoudite parce ou que pas, j'y MBS comprends pas grand-chose. justement, depuis moins de 10 ans, le MBS fait tout en Arabie Saoudite pour que ce soit le moins de bordel de possible, en évacuant tous les princes qui pourraient lui faire de l'ombre ou vouloir le pouvoir à sa place. Et donc, c'est pour ça que quand je te dis que c'est très, très, très centralisé, Al-Walid n'a pas une latitude si grande que ça. Et d'ailleurs, tous les gens qui veulent investir, alors eux, ils peuvent le dire et le faire miroiter, etc. En tout cas, ce qui ressort quand tu te rapproches de MBS, des ministres, etc., c'est que ça file droit. Et le droit, c'est uniquement Mohamed Ben Salman et c'est lui qui décide de En tout. public, c'est sûr. En public, c'est sûr. En revanche, qu'il y ait d'autres prétendants au trône, c'est aussi une certitude, et que dans les palais saoudiens, il y ait des espèces de manigances qui se font dans tous les sens pour essayer de se faire des coups de pute et se piquer les places, s'empoisonner les uns les autres et s'assassiner. Dès que le roi sera mort, franchement, on s'attend tous à ce qu'il se passe des choses bizarres. Ici Ça va en être Arabie compliqué. Saoudite, les gens ont des oreilles et que justement, beaucoup évitent de trop parler et de C'est trop très manigancer. compliqué. C'est très compliqué, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire pour finir il y a 14h53. Pour toi, donc, Franck McCourt devrait prendre la parole pour annoncer l'arrivée, l'aide, le support d'actionnaires minoritaires. Ah bah, moi, s'ils veulent me faire plaisir, Franck McCourt, il faut qu'il dégage de l'Olympique de Marseille vite avec ses dirigeants de Wish, parce que je les trouve tous nuls et que je trouve qu'ils font un boulot de merde, et qu'en tant que supporter, je
trouve que c'est un scandale d'avoir claqué 500 millions d'euros et avoir un budget qui est celui d'un club de top 20 européen pour finalement pas arriver à rentrer dans le top 50, quoi. C'est ridicule. J'ai l'impression qu'ils nous ont collé Chantal Goya comme chanteuse, quoi. J'en peux plus. D'accord. Mais rassure-moi, il y a des trucs que t'aimes quand même. Parce que ah oui, il y a des trucs que j'aime. J'aime les supporters, j'aime les tribunes, j'aime le courage et le maillot. J'aime l'histoire de ce club. Et putain, en cherchant bien, je vais peut-être trouver un joueur que j'aime bien dans l'effectif. Ah, tu vois, attention, t'es souvent négatif quand même. Hein. T'aimes pas les dirigeants, t'aimes pas mon enquête, t'aimes pas ce qui arrive. Donc, trouve du positif quand même. Ouais, je vais essayer de positiver. J'espère qu'il y aura du positif. Et je te remercie pour le coup pour ça, de nous avoir donné de l'espoir, en tout cas, ces dernières années. Alors, même, ça vaut ce que ça vaut, puisque tu n'es pas d'accord et tu ne respectes pas que j'ai pu travailler sur le sujet ou que j'ai pu avoir de bonnes informations là-dessus. En tout cas, pour moi, les voyants sont au vert et les gens qui, notamment de sources du côté des acheteurs, sont désormais rassurés par les problèmes, suite aux problèmes politiques nombreux qu'il y a eu, et sans donner de date, parce que ça reste très confidentiel et très compliqué, eux, ils sont très rassurés sur l'issue prochaine, et ils estiment qu'on va arriver à une officialisation de cession. Alors, est-ce que c'est pour maintenant? Moi, j'espère, parce que j'en ai marre de bosser ce dossier qui devient assez insupportable, mais tellement ça rallonge. Mais en tout cas, sache que d'après eux, les voyants sont au vert pour que les choses se passent. Alors, on verra si c'est en fin de saison et on pourra en discuter avec plaisir. Tant mieux, voilà. Si la transaction se fait et que l'officialisation suit, moi, je serai le plus heureux des hommes. Franchement, on pourra en parler alors avec plaisir. Voilà. Et refaire de l'analyse des futurs documents, des futures choses qui sortiront, et encore plus si c'est en effet des déclarations de McCourt par rapport à des investisseurs minoritaires, comme tu l'as évoqué. Voilà, merci d'être passé. Franchement, je préfère écouter tes analyses sur le foot. Je trouve ça quand même plus pertinent en général. Écoute, ça veut dire que sache que ce ne sont pas mes analyses sur le foot business, puisque j'ai un background qui est un petit peu économique, mais pas assez pour porter ce genre d'analyse. Donc, ce sont des sources bien informés, notamment acheteurs, hommes d'affaires ou avocats qui parlent et qui me font expliquer ce que eux disent, mais toujours en essayant de prendre du recul. Je peux me tromper, j'ai pu me tromper. Moi, j'ai la certitude garantie que je ne me trompe pas sur ce que j'ai donné. Il y a des choses qui ont été des erreurs sur les 3-4 ans d'enquête, bien sûr. Il y a eu trop de choses à gérer, à analyser pour ne pas faire d'erreurs, bien entendu. Il y a des problèmes de temporalité, bien entendu. Et donc, on verra l'issue et on espère le plus vite pour le foot français et pour l'Olympique de Marseille. Merci d'être passé en direct, Pichado 13, et à bientôt. Au plaisir. Voilà. Salut Thibaut, bonne journée. Salut, bonne journée. Merci à lui d'être passé. Tous les supporters sont les bienvenus dans le Dash Foot, les amis. On est ravis d'avoir été ensemble.